Donc, je m'appelle Le Floch Carole, je suis conseillère technique pair à mi-temps dans une école de travail social sur Paris, à l'école Parmentier. Et sur mon autre mi-temps, je suis coordinatrice pair d'une instance de participation des personnes accompagnées, accueillies ou l'ayant été sur la région Île-de-France. Je suis personne qualifiée au sein du Haut Conseil du travail social, qui est le renouveau de l'ancien Conseil supérieur de travail social, et aussi dans la CSMS, qui est le renouveau de l'ANESM, en tant que personne qualifiée aussi au titre de son savoir expérientiel. Je suis membre du COPI de l'association Nos Savoirs et membre actif du Conseil national des personnes accueillies et accompagnées ou l'ayant été. Je pense que là, ça suffit, sinon on n'est pas sorti. Dans mon parcours sortie de la rue, j'ai découvert la participation, ce qu'on appelle la participation institutionnelle, d'abord en interne de ma structure, et puis au niveau départemental, au niveau régional, et puis au niveau national, dans ce Conseil national des personnes accueillies et accompagnées. Et j'ai choisi, même si j'ai un parcours médical très très lourd, j'ai choisi de rester dans le social parce que c'est une nécessité aussi, la santé, c'est un petit peu plus développé au niveau des patients et de la part de la parole de la personne soignée, que dans le travail social, on est encore confronté à des grosses difficultés quant à faire entrer ce savoir expérientiel dans la formation. J'ai entendu votre message de la tolérance je vous remercie parce que quand c'est pas le métier, il faut avoir un petit peu de tolérance euh, avec, avec les intervenants. Donc, quand j'ai atterri au Conseil national des personnes accueillies et accompagnées, en fait, j'ai été élue déléguée et c'est là que j'ai découvert, de par une autre fonction de représentant, en fait, la formation en travail social, et j'y suis rentrée. Je suis rentrée déjà à l'université de Reims, et puis ensuite j'en ai fait quand même quelques-unes. Et j'ai découvert, maintenant ça va faire 8 ans, j'ai découvert plusieurs étapes qui sont, au début, c'était vraiment un système de témoignage, en fait, où je ne comprenais absolument pas ce que j'allais foutre là-bas. Sauf que ça me faisait sortir la tête de mes problèmes, en fait, mais je n'avais pas du tout idée de quel impact ou quel effet ça pouvait avoir, quoi. Et puis au fur et à mesure de mes interventions qui se sont pas mal accentuées, j'ai commencé à avoir des compétences, des connaissances, je commençais à avoir un petit peu d'expérience aussi dans la prise des paroles, à dissocier la différence entre le témoignage et quelque chose de plus construit pour entrer dans une formation. Enfin, et j'avais déjà plusieurs types de co-interventions qui sont passés de quelques jours de préparation en amont, et puis autrement, on vous contacte au téléphone, est-ce que tu veux faire un binôme, et puis on se retrouve le jour même à le faire. Aussi une sollicitation avec des infos générales par mail, et puis c'est tout, quoi, et on se retrouve en binôme. Et à la longue, j'avais appris à m'adapter comme ça jusqu'au jour où j'ai rencontré Laurence, en fait, qui est au sein du Haut Conseil du travail social. Je ne me rappelle plus si c'était sur le rapport de la participation ou sur la définition du travail social. C'est un rapport participation, c'est ça. En fait, on s'est croisés, et puis cette femme m'a proposé de faire un binôme de co-intervention là où elle était formatrice. Et là, j'ai découvert avec elle la vraie collaboration, en fait, telle qu'elle devrait être pensée et mise en pratique, hein, qui a été, en fait, dès le début, elle n'a rien pensé sans moi. On a tout décidé ensemble, et on a co-animé ensemble le cours. Et du coup, ça a été un petit peu malaisant pour moi parce que je n'avais pas l'habitude d'avoir autant de considération, en fait, quant à des compétences ou des connaissances que je pouvais avoir. Non, mais je te fais pas de fleurs, je retransmets juste ce que j'ai écrit. Bah ouais, mais je suis désolée, je peux pas dire autre chose. Et du coup, je te passe un peu la parole et je reprends le fil, parce que là, j'ai un peu perdu le fil, là. Ça te va, Oui. Laurence? Donc, en Merci. fait, bon, moi, comment j'en suis venue à la co-formation, en fait, en 2014, il y a eu les États généraux du travail social et dans ce cadre-là a été promu, en fait, un changement de posture dans le travail social. On s'oriente aujourd'hui vers une dimension inclusive des personnes, ce qui entraîne une vision plus sociétale qui prend en considération les caractéristiques des individus. Donc, les travailleurs sociaux devront évoluer dans leur rapport aux personnes reçues,
Et ces personnes qui demandent aujourd'hui, qui ont une vraie demande de reconnaissance en tant que citoyens. Voilà. Et on observe cette lame de fond dans différents domaines. Donc, la participation des personnes reçues, c'est le fil conducteur du plan d'action en faveur du travail social et du développement social. Et dès le début, cette acculturation qui était imposée aux travailleurs sociaux m'a paru être une nouvelle orientation à saisir dans la formation initiale en travail social. Au sein de l'axe 1 de ce plan d'action, il est préconisé de faire participer les personnes dans les dispositifs de formation initiale et continue. Pourquoi ? Parce que l'expérience d'une situation de vulnérabilité construit des savoirs expérientiels. Donc, formatrice en école de travail social, je me suis immédiatement saisie de cette incantation à la participation. Pour moi, c'était vraiment une aubaine pour redonner du souffle à mon enseignement. Tu veux reprendre la parole ou je continue ? Carole, votre micro pas, donc est je coupé. Continue. Je vais donc commencer. Et j'en profite juste, Laurence, si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Ah, mince. Non, mais c'est bien, mais un tout petit peu plus fort. D'accord. Donc, là, ça va bien ou pas ? Ouais. Donc, dans un premier temps, en fait, j'ai procédé à un travail personnel de définition des contours de la participation. Et donc, j'ai voulu distinguer les différents niveaux d'implication possibles de la personne. Pour cela, je me suis inspirée des travaux de Dimiglio et Zetlaoui Léger qui travaillaient sur les niveaux d'implication des habitants dans les projets d'aménagement urbain. Et leurs niveaux d'implication sont transférables à tous les domaines et notamment à la formation. Donc, pour eux, les 3 premiers niveaux qui sont l'information, la consultation et la concertation relèvent de la démocratie représentative. Et donc, en fait, la participation, on l'a dans les niveaux de la participation, la coproduction et la codécision. Donc, j'ai voulu dépasser un peu cet aspect formel et donc, depuis 5 ans, je m'emploie à impliquer des experts du vécu dans des interventions en coformation auprès d'étudiants assistants de services sociaux. Donc, ces personnes qui interviennent avec moi ont des savoirs qui sont d'une autre nature que les savoirs académiques. Ce sont des savoirs populaires, profanes, des savoirs qui sont associés à mes savoirs pour viser une réponse plus efficiente aux enjeux sociaux, économiques et même environnementaux que nous rencontrons actuellement. Et ne passer à côté de cette originalité, de cette singularité aurait été vraiment dommage. Et c'est ainsi que dès le premier semestre de formation des assistants de services sociaux, je conçois une séquence pédagogique avec comme finalité de faire bouger les lignes dès le début de la formation. Et ça va être le fil rouge de mon enseignement en intervention professionnelle en travail social en première année. Donc, dès le début, nous intégrons ces séances de coformation afin d'ancrer les étudiants dans le processus de participation dans leur pratique professionnelle ultérieure. Je commence par un TD avec une personne qui était sans abri. À partir d'un photolangage, dès le début de l'année, nous questionnons avec cette personne les représentations des étudiants sur les personnes reçues en service social. Donc, dès le premier mois de formation, et c'est un point clé de notre démarche, parce que les étudiants débutant de leur formation, il s'agit de leur donner matière à questionner la relation travailleur social, personne accompagnée. Il s'agit de les initier à une autre posture avant toute rencontre avec le terrain. On est là vraiment dans un processus de déconstruction épistémologique. Il s'agit de démystifier la figure de la personne accompagnée, de la considérer comme sujet à part entière, porteur d'un savoir légitime et complémentaire. En outre, pour les étudiants, il s'agit de prendre conscience de leur représentation sur les personnes reçues, de les questionner, d'échanger avec une personne anciennement accompagnée par les services sociaux en dehors d'une relation d'aide, puisque c'est dans ceci qu'ils travailleront plus tard, d'initier les étudiants au travail social, d'appréhender ce métier différemment et d'initier un début de réflexion sur la posture du travailleur social, son positionnement par rapport aux personnes reçues. La coformation avec Carole Le Floch. Est-ce que Carole, tu veux bien commencer et après je présenterai ce que nous faisons concrètement ?
Oui, tu présenteras plus concrètement l'intérieur du cours si tu veux. Moi, c'est plus Oui. sur un autre aspect. Donc là, donc en effet, j'ai découvert autre chose avec le titre qu'on a choisi ensemble, la posture à adopter. C'est la porte d'entrée. Parce que Laurence a su, Laurence, et je pense qu'après, je ne sais pas trop de mon côté, je pense que j'étais aussi à un niveau, et un niveau de connaissance, de conscientisation qui fait que ça a fonctionné, mais il y avait, c'est pour vous dire qu'il y avait une personnalité derrière. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, elle ne m'a pas sorti tous ces termes techniques de formatrice. Vous voyez, là, elle s'adresse à vous parce qu'il faut aussi qu'elle vous informe sur des choses. Mais elle a aussi elle a su, elle a su me parler simplement, en fait. Ce qui fait que j'ai compris ce qu'elle voulait me raconter, surtout à l'époque où j'étais. Franchement, il ne fallait pas me parler technique parce que je pense que j'aurais décroché ou j'aurais pas répondu, quoi. Donc, y a vraiment ça et ça a ouvert vraiment plein de choses après. Donc, évidemment, il y a des choses qui vont pas, hein, comme tout. Hein. Si cette relation allait, si cette coformation a fonctionné, si elle m'a même ouvert la possibilité d'être seule avec les étudiants, qui m'a fait quand même me demander à un moment si elle n'avait pas grillé un fusible et elle m'a répondu, mais j'ai tout à fait confiance en tes capacités, tu vas leur apporter autre chose et je me pose même pas la question de te laisser tout seul avec les étudiants ou pas. Enfin bon, et du coup, ça m'a aussi permis de me dire, OK, donc il existe autre chose et il faut maintenant l'identifier. Et en parallèle, j'avais découvert et travaillé en collaboration avec le COPIL Association Nos Savoirs pour rédiger le plaidoyer Association Nos Savoirs, en fait. Hein. Et j'ai découvert le terme savoir expérientiel. Et j'ai compris que pour avoir ma place en école de formation, il fallait que je fasse un petit peu autrement. Et j'ai pu aussi avoir du recul aussi sur mes autres interventions, parce que là, je vous parle des années d'intervention avec des méthodes et des relations différentes, qui fait que j'ai quand même pu aussi, parce que j'ai découvert ça, j'ai pu aussi avoir une observation beaucoup plus. Par exemple, j'avais fait une liste de ce que j'avais pu voir en travaillant en collaboration avec des formateurs enfin, je vais vous la dire parce que j'ai des troubles cognitifs et je n'ai pas une super mémoire, mais du coup, en fait, j'avais listé ça, j'ai mis dans mon ouvrage, en fait, c'est garder ses habitudes pour éviter de se mettre en danger, de vouloir rester dans le confort de l'apprentissage et de la pratique qu'on a toujours enseigné. Il y a aussi la peur de ne pas y arriver. Il y a beaucoup de formateurs qui ont peur de cette relation, en fait, comme si, et ça c'est choquant parce qu'on se dit on forme des étudiants à rencontrer des personnes en situation d'exclusion et en fait on en a peur, donc je sais pas comment ça peut avancer si on fait comme ça, quoi. Il y avait des scrupules aussi parce que le fait de faire intervenir des personnes qui n'avaient pas de diplôme alors que lui et ses collègues avaient travaillé des années d'études pour avoir un niveau, en fait, il y avait des scrupules à le faire. Et puis, la méconnaissance, je vous disais, de soi et des personnes, de ses capacités et des personnes accompagnées. J'ai aussi rencontré de l'orgueil hein, et le refus de partage de bénéfices du succès, ça je l'ai vu pas mal. Hein. Et puis le manque de considération d'une personne qui n'est pas du même univers. Et là, je pense qu'on est vraiment plus sur la personnalité. Mais de tout ça, ce que j'ai voulu retenir, moi, c'est une citation de Bossuet qui disait « Un défaut qui empêche les hommes d'agir, c'est de ne pas sentir de quoi ils sont capables. » Et donc, je retiens plus ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de formateurs qui ont envie et qui ne peuvent pas forcément ou qui n'ont pas assez confiance en fait pour le mettre en place. Voilà. Et puis, une fois que j'ai commencé à découvrir mes capacités, qu'elle m'a laissé cette place pour les capacités. Après, d'autres, une fois que j'avais compris ça, j'ai fait moi-même des propositions à d'autres formateurs, en fait. Et du coup, comme maintenant, je savais comment ça pouvait être conçu et ça m'a aussi permis de construire quelque chose. Alors, juste pour finir, j'ai pas pu être rémunérée parce que en fait, chez eux, dans son école de formation, en fait, le dossier à remplir était aussi gros qu'un dossier de surendettement, donc j'ai abandonné. Et puis dans les autres représentations que j'ai eues, il n'y a qu'une fois, j'ai accepté de me faire payer 110 euros et j'ai perdu 340 euros d'aide sociale. Donc après, j'ai arrêté et j'ai essayé de trouver une autre solution pour pouvoir faire capitaliser ces heures, puisque c'est de la pratique. C'est pas seulement, on vous apporte pas seulement quelque chose. Dans ces écoles de formation, il faut que ça puisse nous apporter aussi quelque chose pour après. Et ça, je l'ai appris aussi dans la définition qu'on a mis avec Martial Gégère dans le rapport sur la participation qui disait participer, c'est prendre part aux décisions qui nous concernent, mais il ne faut pas oublier aussi, c'est de pouvoir en avoir une part. Voilà, puis après, moi, je pense que c'est bon. Je serai dans l'interaction avec vous, si vous voulez. Ok.
Donc, avec Carole, en fait, toujours en première année, dès la fin du premier semestre, on commence à travailler un TD sur les conditions de la participation. Faut que tu parles plus fort. Là, ça va? En fait, il faut que j'approche le micro. Ça va là? Parfait, Ouais. Laurence. D'accord. Donc, sur les conditions de la participation et la pérédance, Carole commence par expliciter la pérédance. Et ensuite, une année, en fait, une étudiante de troisième année a présenté un cas pratique qu'elle rencontrait sur le site Qualifiant. Elle était en stage dans une structure d'accueil de jeunes dans le cadre de la protection de l'enfance. Elle souhaitait initier une intervention collective et pour cela, elle voulait s'appuyer sur un père aidant, un jeune majeur sorti de la structure. Et donc, avec les étudiants de première année, Carole et moi, nous avons émis des propositions pour l'aider à initier ce projet. Voilà. Pour clore la séquence pédagogique avec Carole, après le stage des étudiants, nous organisons une séance de TD où on leur demande, où on travaille avec eux sur les freins qu'ils ont pu constater en stage et les leviers. On essaie de transformer ces freins en leviers pour qu'ils puissent développer la participation dans leur future expérience de stage. Voilà, on avait vraiment voulu ancrer la participation dans la pratique professionnelle autour de ce stage. Et en fait, les étudiants de première année qui sont conscients de l'apport de la participation, excusez-moi, des personnes en immersion en site qualifiant peuvent déjà poser un regard critique et distancié par rapport aux pratiques observées. Et fréquemment, je suis interrogée par les référents de stage sur cette pratique. Alors, par ailleurs, j'ai organisé un parcours danse à Chaillot, mais je vais être très rapide car je crois qu'il nous reste assez peu de temps et je voulais parler de la posture. Pardon ? 4 minutes, Madame-Marie. Il vous reste 4 minutes, donc vous avez quand même le temps. Donc, je ne vais pas parler de Chaillot, j'en parlerai après si j'ai le temps. Donc, la posture. La posture. En fait, donc l'apport des personnes, de ces personnes dans la formation des travailleurs sociaux, elle est indéniable. En tant que formatrice, ces personnes m'ont offert la possibilité d'innover dans mes pratiques, d'être plus créative. Elles nous font sortir de nos modes de pensée, de l'aspect dogmatique de notre enseignement. C'est l'occasion aussi pour nos étudiants de changer de regard sur les personnes, de se déplacer d'une posture d'aide à celle d'une rencontre des autres, pour partager un moment de plaisir dans des positions d'égalité. Et ces personnes, elles nous font sortir de nos modes de pensée. C'est vraiment ce que je souhaiterais mettre en exergue. La présence de ces personnes qui ont vécu des situations complexes et qui connaissent le secteur de l'intervention sociale de l'intérieur aide les étudiants à mieux saisir la dimension humaine de l'accompagnement. Donc, en termes de posture, il a d'abord fallu convaincre l'institution. Quand je me suis lancée dans la conformation il y a 5-6 ans, c'est presque un acte politique que je réalisais. J'ai dû faire preuve de pugnacité. Une formatrice m'a demandé si je ne voulais pas venir avec une boule à facettes pour animer ces séances. Puis, il a fallu vraiment circonscrire la conformation parce que toute la complexité de cette forme d'intervention est d'éviter d'instrumentaliser la personne. Il est impérieux de se garder du simple témoignage parce que la part d'émotion qui est véhiculée par le témoignage peut masquer en fait les savoirs issus de l'expérience des personnes. C'est bien dans un objectif de coformation que nous avons à nous situer et il faut vraiment le conscientiser. Associé, c'est issu du latin socius, c'est-à-dire dans le sens uni par un lien d'alliance. Et donc, de facto, associer des personnes à la construction des réponses à leurs besoins demande aux formateurs de faire alliance avec la personne accompagnée. Et ça, cela nous contraint à rompre avec nos pratiques, à concéder un peu de notre pouvoir. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience en termes de posture. Mais alors, je dirais qu'il s'opère un changement de motivation. On est dans des pédagogies plus coopératives. On majore alors la transmission du savoir par la motivation de prendre du plaisir et d'en procurer. Et je dois reconnaître que ces actions m'apportent beaucoup de satisfaction. Donc là, vous pouvez peut-être projeter une photo du parcours Chaillot où nous dansons avec des personnes en situation de souffrance psychique et on voit le plaisir, le bonheur des étudiants, des personnes en souffrance psychique, des danseurs, des formateurs. La coformation, c'est aussi, je dirais pour conclure, être dans le présent, jongler avec les interventions du coformateur, jongler avec l'imprévisible. J'avance alors l'idée que pour ce faire, le formateur, l'enseignant développe toujours plus la métisse. La métisse trouve sa racine dans le grec ancien métis qui signifie le conseil, la ruse.
Ulysse est réputé pour sa métisse, cette intelligence rusée qui rend son conseil très apprécié dans la guerre de Troie à laquelle il participe. C'est encore par la métisse qu'il se distingue dans le long périple qu'il connaît au retour de Troie. Pour Aristote, c'est le poulpe, l'ambassadeur de cette métisse. Roi du camouflage, les poulpes, qui font partie de la classe des céphalopodes, sont capables de changer de couleur, d'utiliser des outils, de mémoriser des stratégies gagnantes, de jouer, voire de percevoir la lumière à travers leur peau. Ils sont curieux, flexibles, aventureux et opportunistes. Le poulpe fascine par sa mémoire, sa capacité d'apprentissage, d'orientation et son adaptation à l'environnement. Ce détour zoologique n'est pas aussi anodin qu'il y paraît, parce que je constate que les formateurs qui se lancent dans la coformation auront à développer cette ruse pour tenter de rester fidèles à leur éthique et pour générer une puissance créatrice. Et si, comme moi, vous êtes fasciné par cette forme d'intelligence qu'est la métisse, je vous invite à lire la mythologie grecque ou à visionner le documentaire La sagesse de la pieuvre. Je vous remercie. Est-ce que j'ai quelques secondes ou pas? Ouais, vas-y. Carole. C'est important ce que disait Laurence, parce que on décrète pas comme ça de créer un binôme, mais il faut arrêter de nous faire intervenir à des moments ponctuels alors ça ne permet aucun revenu régulier ni d'aucune validation possible en VAE ou en diplôme. Et vraiment, il faut se renseigner parce que le témoignage, pour moi, il m'a fallu quelques années en fait pour comprendre que ça avait été thérapeutique. Donc, il faut vraiment s'informer sur les possibilités, en fait, bien tout présenter à la personne avec laquelle vous allez conformer, en lui présentant toutes les possibilités. Parce que pour aller présenter quelque chose qui va être construit pour entrer dans un enseignement, en fait, là, moi, j'ai réussi à le faire en découvrant et en construisant mon propre savoir expérientiel. Donc, il faut lui donner aussi les moyens de pouvoir le faire. Ça s'apprend. Il faut déjà comprendre quelles compétences on a acquis et comment est-ce qu'on peut transformer ce vécu en fait en quelque chose de nourrissant pour une formation. Voilà, merci. Merci. Merci à toutes les deux, Carole et Laurence. Est-ce que je peux commencer avec une question pour Carole? Oui. Oui. Allez-y. On se demandait qu'est-ce qui aurait été le plus aidant. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'au début de la collaboration, vous avez pu vous sentir un petit peu mal à l'aise au tout début. Si ce passage-là devait être un petit peu gommé, qu'est-ce qui aurait pu gommer ou effacer un petit peu ce passage-là avec votre retour maintenant et votre recul? Avec Laurence, au début, oui. j'étais pas assez. Je suis passée d'une méthode à une autre beaucoup trop brutalement. C'est pour ça, donc, parce que moi, je le connaissais pas, cette possibilité-là. C'est pour ça que ça a été aussi. Mais en vérité, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ça veut dire qu'il faut donner du temps. Et c'est plus comme ça qu'il faut faire que les autres méthodes que j'avais découvertes avant. J'ai juste été surprise par la. Voilà. Et inversement, pour faire écho, donc une question plutôt à Laurence, parmi nous, là, ce soir, il y a à la fois des étudiants, il y a des professionnels de santé et il y a des personnes concernées qui ont envie de s'impliquer dans l'enseignement ou qui sont impliquées dans l'enseignement. Quel conseil, Laurence, vous pourriez donner en fait à des professionnels de l'enseignement qui souhaiteraient en fait initier un peu cette démarche? Eh bien, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parlez bien dans le micro, Laurence. Ah oui, excusez-moi. En fait, c'est ce que je disais, c'est que ce qui est important, c'est vraiment déjà de bien définir, de bien avoir conscience de ce qu'est la participation déjà et de ce qu'on attend de cette co-formation. Voilà, donc déjà, ça, c'est la première chose. Et puis, c'est savoir s'adapter, c'est cette ruse, cette souplesse qu'a le poulpe, qui est définie par cette métisse, savoir s'adapter parce qu'en fait, il va se passer des choses imprévisibles. Dans la co-formation, on laisse, et puis il faut laisser une part de son pouvoir, on est quand même dans une relation de domination dans l'enseignement, et là, on va être un peu moins dans ce type de relation. Merci. C'est que du bonheur, surtout avec des personnes comme Carole Le Floch. Si je peux me permettre d'y répondre, moi, à cette question. Bien sûr. Moi, ce que je dirais, c'est que déjà, il faut se préparer à accueillir une personne qui est en dehors de l'univers dans lequel on pratique au quotidien. Et ça, c'est déjà énorme. Quand on n'est pas dans l'information,
Quand on accueille une personne à la rue, par exemple, elle n'a aucune notion de ce domaine professionnel dans lequel vous baignez. Il faut déjà avoir sincèrement envie de le faire et pas faire un quota pour respecter les dernières lois. Ça serait bien aussi. Comme le 6% des personnes handicapées. Il faut donner un sens à l'action très rapidement. Déjà, je disais tout à l'heure, il faut déjà même pas penser l'idée en fait sans la personne accompagnée. Il faut aller directement vers elle pour la rencontrer. Arrêtez d'aller essayer de trouver des viviers pour trouver des bonnes personnes qui ont à peu près des qualifications dans ce domaine-là ou non, peut-être il y a plusieurs stades, plusieurs niveaux et tous les niveaux peuvent apporter quelque chose dans la formation. Il faut mettre les moyens adaptés. Il faut comprendre aussi, vraiment dans l'action, il faut nous faire comprendre aussi à quoi ça va servir. Il faut vraiment donner ce temps de préparation. Et si jamais vous voulez, il faut définir aussi si c'est en bénévolat et avec la personne en fait. Si c'est au bénévolat ou si vous voulez la rémunérer, que vous prépariez bien avec elle toutes les potentialités qu'il peut y avoir et quel impact ça peut avoir sur ses revenus, sur ses minima sociaux. Pour éviter de la mettre en danger, parce que moi j'ai vraiment morflé avec ça. Il faut que chacun y ait un intérêt. Si jamais vous la rémunérez pas, il faut un système il faut pouvoir avoir une attestation au moins pour qu'elle puisse entrer ça dans une VAE pour un avenir possible et pas seulement que ça reste voilà. Et si vous le faites, essayez de le faire non pas ponctuellement, mais que la personne puisse intervenir régulièrement dans un cursus entier de formation. Et comme ça, elle est constamment en lien avec les étudiants et c'est beaucoup plus pertinent que de faire venir une fois ou deux comme ça de temps en temps. Voilà. Et bien sûr, avoir de la considération pour la personne que vous recevez. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas parce qu'elle ne sait pas parler technique, c'est pas parce qu'elle peut être sous médoc ou quoi que vous devez lui manquer de respect. Voilà, exactement. C'est une vraie relation qui se crée dans la coformation. On s'associe, on est ensemble, on fait alliance. Et donc, c'est vrai que Carole et les autres personnes avec qui j'ai fait ces interventions, on reste en lien. On se téléphone, on s'envoie des textos. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui se met en place, une relation qui se met en place sur du long terme. Et justement, Carole, on se demandait aussi, est-ce que cette reconnaissance de vos savoirs expérientiels, le fait, vous avez parlé tout à l'heure d'avoir retrouvé votre pouvoir d'agir, est-ce que ça vous a permis d'aider d'autres personnes ayant votre expérience de la précarité, de l'exclusion sociale, à se sentir légitime d'exercer en tant qu'enseignant ? Est-ce que vous avez pu accompagner ou aider, pair aider ? Là, il y a deux choses, parce que du coup, on aborde un petit peu la pair aidance et la construction ou la valorisation d'un savoir expérientiel. La pair aidance, je la pratiquais déjà à la rue, c'est quand j'ai compris le terme, en fait, que j'ai bien différencié aussi un amalgame qu'il y a souvent, c'est entre le travail pair et la pair aidance. Souvent, on amalgame les deux, alors qu'il y en a un qu'il ne faut peut-être pas toucher. Enfin bon, bref. Et sur le savoir expérientiel, en fait, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on a tous des expériences de vie, qu'elles soient positives ou négatives, mais on n'a pas tous construit un savoir expérientiel de ces expériences de vie. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à me sentir légitime. C'est quand j'ai commencé, et c'est comme ça qu'est né mon bouquin d'ailleurs, c'est quand j'ai repris tous mes écrits de 7 ans et que j'ai dû retourner dans mon histoire. Je suis désolée. J'ai dû retourner dans mon histoire pour construire ça. Je suis désolée, n'importe quoi. Mais non. Et c'est quelque chose qui peut être très compliqué à faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à identifier les connaissances et les compétences que j'avais acquis de ce parcours de vie. Parce que c'est très compliqué. J'avais beau demander même à des grands professeurs et à des docteurs, en fait, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme compétences acquises de 27 ans de violence? Et il faut y travailler soi-même. On doit nous aider, on doit nous guider. Bon, moi, j'ai dû me débrouiller toute seule. Maintenant, ça commence à se faire un petit peu. Il faut retracer son histoire et nous aider à pouvoir identifier les compétences et les connaissances qu'on a acquis de notre parcours de vie. Et à ce moment-là, se construit un savoir expérientiel. Et quand on l'a construit, en fait, on sait l'utiliser après. Donc, c'est à ce moment-là que quand on m'a proposé le CDI à l'IRTS Parmentier, on m'a même proposé un temps plein. J'ai refusé parce que je voulais commencer tranquillement. Donc, j'ai commencé à 2 jours. Et c'est là que j'ai su que j'étais légitime et j'avais compris quelle place je pouvais avoir, qu'est-ce que je pouvais apporter dans ma formation, en fait, au-delà du témoignage. Mais ceci dit, je le redis, le témoignage ne doit pas être banni. Si la personne veut utiliser le témoignage pour communiquer, si ça peut lui faire du bien, sur l'échelle de Schererstein de 69, en fait, elle marquait dans son premier niveau thérapeutique dans la participation et j'ai compris bien des années après que ça pouvait être ça aussi. Que même si vous voulez absolument construire quelque chose, qu'elle peut utiliser le témoignage pour faire ressentir aux gens et que ça peut lui faire du bien aussi. Voilà.
Merci, Carole. Merci de ton témoignage, vraiment très profond. On va faire une dernière question et puis ensuite on passera à la session d'après. Il y a une question dans le chat là à toutes les deux sur le temps que vous prenez ou que vous investissez justement pour travailler un peu cette relation de binôme voilà, de formateur. Laurence, peut-être commencer. Alors en fait, moi j'étais formatrice jusqu'au 28 février. Depuis le 1er mars, je travaille au ministère des Solidarités de la Santé comme chargée de mission à la valorisation des pratiques en travail social. Mais je suis toujours passionnée. De toute façon, ça fait entièrement partie de ma nouvelle mission. Je dirais que quand j'étais formatrice, je travaillais tout le temps en fait. C'est parce que c'est un travail qui est passionnant et qu'on doit être toujours, on doit toujours se tenir informé. Et puis, il se trouve par le plus grand des hasards que nous habitons la même commune. Donc, des fois, nous avons bu des cafés ensemble sur la place. Enfin bon. Mais c'est un travail, c'est politique, c'est idéologique. Puis en plus, après, il se crée des relations et de relations de travail. On entre dans des relations d'amitié. Oui, c'est un travail très prenant. Je pense qu'il faut être passionné par le travail de formateur pour se lancer dans la co-formation. Merci Laurence. Qu'est-ce que tu en penses, Carole? Il faut, je ne sais pas si on pourrait estimer le temps qu'on a donné parce que ça dépend aussi de l'état et de la situation de la personne. Il a fallu des moments où on se voit beaucoup plus souvent parce que j'arrivais pas trop à assimiler, il fallait que je comprenne un petit peu mieux pour que je rentre dedans. Et d'autres où parfois en 1 heure ou deux qu'on s'était rencontrés comme ça, je suis rentrée dedans et ça a fonctionné. Donc il faut vraiment aussi avoir cette possibilité selon l'état dans lequel on est, parce qu'on est quand même dans une situation ou d'exclusion ou de patient avec des traitements. Donc, il faut aussi considérer qu'on a besoin aussi on n'est pas forcément au taquet tout le temps, il faut savoir s'adapter. Donc, c'est pour ça vraiment que je vous dis qu'il y a une personnalité derrière aussi qui fait que on donne ce temps-là et on s'adapte. En gros, il faut s'adapter. Et moi aussi, il a fallu de mon côté, je m'adapte aussi parce que j'avais plus la notion du monde professionnel. Et du coup, quand elle me disait, on fait ça là, non, moi je peux pas parce que je travaille. Vous voyez, quand quand on a complètement quitté la société, en fait, il y a ce temps aussi, on doit se réadapter en reprenant en considération des différents univers de vie. Donc, voilà. Mais c'est ce qu'on se disait hier, en fait, ça a fonctionné et tant mieux, mais avec, en majorité avec les autres formations que j'ai fait, parce que ça n'a pas été fait de la même façon. C'était un rendez-vous ponctuel et je n'ai pas de contact avec en dehors. Bon, à part 2-3 comme Marcel, enfin des choses comme ça, mais autrement, vous voyez, donc il y a un truc plus profond qui s'est créé là. Mais après, c'est humain, ça marche ou ça marche pas, c'est ce qu'on s'était dit aussi. Merci de votre retour et merci de votre présentation qui était vraiment très, très, très chouette.